Bonjour à tous. Je vais vous présenter mes travaux sur l'écologie des rongeurs invasifs et impact sur la biodiversité des îles et des îlots de Nouvelle-Calédonie. C'est une recherche appliquée à la gestion et au contrôle des espèces invasives majeures. Il est co-encadré par Éric Vidal de l'IRD et Fabrice Brescia de l'IAC. Pour cela, j'ai obtenu une allocation de recherche de la province Nord ainsi qu'un complément de bourse de l'IAC. Ces travaux sont financés par les fonds propres de l'IAC et de l'IRD, mais également au travers de diverses conventions de recherche avec les partenaires. Les îles sont actuellement l'un des épicentres de la crise d'extinction. Les espèces exotiques envahissantes, quant à eux, sont la première menace pour la biodiversité des écosystèmes insulaires. Ils ont comme effet la raréfaction et l'extinction des espèces, mais également génèrent des dysfonctionnements au niveau des écosystèmes. Les rongeurs introduits ont donc un impact marqué sur la biodiversité insulaire, mais également des impacts additionnels au niveau économique, agronomique et sanitaire. Au travers de ces impacts, il y a eu un développement des opérations d'éradication au niveau mondial qui se traduit notamment par une augmentation du nombre d'îles traitées, comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à droite, mais également une augmentation des surfaces traitées, comme vous pouvez le voir sur le graphique en bas à droite. Et au niveau des milieux insulaires tropicaux, il y a cependant des déficits de recherche sur ces milieux, mais également des taux d'échec d'éradication qui sont plus fréquents qu'ailleurs dans le monde. En Nouvelle-Calédonie, on y retrouve 4 espèces de rongeurs introduits à caractère invasif. Il existe des études qui ont été menées au niveau de leur écologie, mais également de leur impact, mais seulement en milieu forestier. Alors bien que sur les milieux littoraux et sur les îlots, il y a de nombreuses lacunes de connaissances. Ces caractéristiques sont plutôt préjudiciables au développement de stratégies de gestion adaptées au niveau des contrôles ou des éradications. Mon étude vise donc à connaître si l'amélioration des connaissances sur l'écologie des rongeurs introduits et les impacts sur la faune native sur les îles et îlots en conditions tropicales sont suffisantes afin de contribuer à optimiser la gestion et la conservation des milieux insulaires. Pour cela, ma thèse se découpe en 3 volets. Tout d'abord, la synthèse et l'analyse critique des opérations d'éradication des rongeurs conduites sur les îles et îlots de Nouvelle-Calédonie afin de révéler les facteurs de succès et d'échec, les conséquences écosystémiques et les enseignements pour le futur. Le volet 2, quant à lui, traite des impacts et la gestion des rongeurs sur les populations de bulim. Ce sont des gastéropodes terrestres endémiques exploités à intérêt économique et alimentaire. Et le volet 3 traitera des études des impacts des rongeurs introduits sur les oiseaux marins des îles du parc de la mer, de Corail. Pardon. Mon volet 1 veut répondre à la question suivante. Que peuvent nous enseigner la compilation et l'analyse des opérations d'éradication de rongeurs conduites sur les îles et îlots de Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans? Tout d'abord, il y a de nombreuses actions qui ont été menées en Nouvelle-Calédonie par une grande diversité d'acteurs et de façon non coordonnée. Cela se traduit par des données difficilement accessibles et dispersées. J'ai donc pour perspective de faire un retour d'expérience par l'identification des facteurs de succès et d'échec, mais aussi par les méthodes, les acteurs et les résultats qui ont été produits lors de ces opérations. Pour cela, cela servira à mettre en place un cadrage méthodologique et scientifique pour optimiser les succès des futures opérations. Alors, pour y répondre, j'ai fait une compilation des rapports et des données qui sont disponibles et je les ai centralisés dans une base de données géoréférencée décrivant les opérations comme par le nom des îlots, leur surface, l'espèce de rongeur, mais également les méthodes utilisées et les résultats de ces opérations. J'ai eu comme résultat préliminaire, notamment sur l'état des lieux que je vous ai présenté tout à l'heure, qu'il y a eu 40 opérations ont été recensées sur 39 îlots sur l'ensemble de la Calédonie, par toutes les provinces et notamment sur les atolls d'Entrecasteaux. Il y a eu 24 îlots où il y avait une présence avérée des rongeurs et 16 dites supposées. Sur les 24 opérations, il y en a eu 18 qui ont été couronnées de succès, 1 qui est actuellement en cours, 2 en échec et 3 dites indéterminées, faute de contrôle post-éradication. Comme vous pouvez voir sur le graphique, les divers acteurs ont fait des opérations dites ponctuelles, mais sans monter en puissance, comme vous avez pu le voir dans le contexte général.
Il y a eu également peu de suivi systématique sur certaines opérations post-éradication. Donc cela révèle qu'il y a une absence de stratégie à l'échelle pays, mais dans cette étude, on a également observé un turnover à l'échelle des acteurs. Maintenant, nous allons passer au volet 2 qui va répondre à la question suivante. Quel est l'effet du contrôle de rongeurs dans un système insulaire sur la dynamique des bulim? Alors, il faut savoir qu'il y a 6 espèces de bulim du genre Placostylus qui sont tous endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Certaines populations de bulim ont déjà disparu sur la Grande Terre et sur certains îlots. Les rongeurs introduites ont été identifiées comme une menace forte pour les populations de bulim avec un impact significatif sur les juvéniles. Pour cela, j'ai redécouvert sur la commune de La Foix, notamment sur l'îlot Isier, une population résiduelle de bulim, malgré la présence de rongeurs. J'effectue donc sur cet îlot une opération de limitation des rongeurs sur 2 ans, avec une méthode couplée deux méthodes couplées, donc 33 stations d'empoisonnement et 15 pièges automatiques à 24. Puis j'y caractérise la population de bulim et effectue un suivi sur les juvéniles sur un réseau de quadras permanent de 20 mètres par 20 mètres. En parallèle, j'effectue une caractérisation et un suivi des populations de rongeurs dans une zone de contrôle et une zone témoin au travers de 40 tunnels à empreintes par zone. J'ai eu comme premier résultat, j'ai effectué 3 missions préliminaires pour faire un état des lieux ainsi qu'une mission pour débuter la limitation des rongeurs. J'y ai recensé et marqué 96 bulim et identifié la présence exclusive du rat noir sur cet îlot. J'ai également observé des traces d'impact sur les coquilles d'escargots que j'ai récoltées lors de mes missions. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la limitation a débuté en juin 2022. En parallèle, je vais évaluer et suivre la consommation du poison. J'attends dans les prochains mois en fait, une diminution de l'indice de fréquentation des rongeurs sur la zone contrôle, ainsi qu'une diminution d'impact sur les coquilles récoltées et une augmentation des proportions de juvéniles. Pour le volet 3, je me situe vers des sites qui sont à fort enjeu de conservation et de gestion. Sur certaines de ces îles, il y a une situation dite paradoxale, c'est-à-dire que malgré l'abondance d'oiseaux marins élevée, on y retrouve parfois la présence présence de rongeurs, parfois anciennement introduits. Désolé. Ce volet vise à répondre aux questions suivantes. Est-ce que la situation possiblement paradoxale rencontrée sur les îles du parc naturel est liée à un faible impact des rongeurs sur les populations d'oiseaux marins et de faible niveau d'interaction? Quelles méthodologies peuvent être développées pour étudier les interactions des rongeurs sur ces sites difficiles d'accès? Et est-ce que des actions de gestion des populations de rongeurs pourraient-elles permettre un gain de biodiversité? Pour cela, j'ai identifié 2 sites d'études. Donc, il y a l'île de Walpole, où on a retrouvé en fait, la présence de rats du Pacifique, et l'île Lang, où il y a la présence de souris. Sur ces îles, je caractérise les populations de rongeurs par piégeage avec des tapettes. Et cela me permet de décrire les classes d'âge, le sexe ratio, le cycle de reproduction et les espèces concernées. Ce piégeage me permet également de faire des analyses macro et microscopiques des fragments alimentaires, ainsi que d'obtenir un indice d'abondance sur les rongeurs. Puis, dans un second temps, je caractérise les interactions interspécifiques délétères entre les oiseaux marins et les rongeurs au travers d'enregistrements vidéo, notamment par des caméras automatisées. Donc, je vais me concentrer sur l'île Lang. Donc, pour cela, j'ai obtenu 90 heures de vidéo pour le moment, avec 19 481 séquences vidéo. Sur 128 d'entre elles, on observe la présence de souris dans 12 tentatives de prédation. Et ces vidéos ont révélé aussi une prédation sur œufs en l'absence d'adultes. Les piégeages par tapette, quant à eux, ont montré des taux de capture sur Walpole de 22,3% et sur Lang de 44,4%. Cela m'a permis de collecter 102 rats et 150 souris pour les analyses du régime alimentaire. Alors les 3 volets ont bien débuté, donc maintenant je vais vous montrer ce que je compte faire dans les prochains mois. Donc pour le volet 1, je dois finir d'exploiter les données concernant cette synthèse.
Puis j'ai un premier projet de publication qui est en cours sur la synthèse des éradications en Nouvelle-Calédonie. Et il y a également une conférence qui sera du New Zealand Ecological Society en fin novembre, dont je compte participer au travers d'un poster. Sur le volet 2, il me manque encore de débuter l'analyse des coquilles qui ont été récoltées et de poursuivre le contrôle des rongeurs et continuer cette prise de données. Pour le volet 3, je co-encadre actuellement un stage de césure sur l'analyse des vidéos et les régimes alimentaires. Et je dois encore préparer des missions sur Lang et Walpole afin de récolter plus de données. Cette thèse devrait donc finir début 2025. Je vous remercie de votre attention. Bien, d'accord. C'est pas évident, hein. En plus, regardé par sa femme, sa fille, tout ça, oh là là, le stress. Mais bon, on a bien vu, donc il y a toute une partie exploitation de données existantes, hein, dans un premier temps, et puis après, beaucoup de terrain. Oui. D'accord. Donc, des expériences sur place. Bien, est-ce que le jury a des questions? Oui. Bonjour, Monsieur Weiss. Merci pour cette présentation. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Je voudrais juste une clarification. Les 4 espèces de rongeurs dont vous parlez, c'est le Mus musculus, la souris, le Ratus exulans, le rat polynésien, le Ratus ratus et le Ratus norvegicus, c'est ça? C'est ça. Hein, les 4 espèces. Alors, vous parlez donc des populations de bulim persistant parfois malgré la présence des rongeurs. Vous parlez des situations paradoxales à Walpole où il y a des oiseaux et où en fait finalement on remarque qu'il y a des présences de rats depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a quand même une donnée qui peut-être il faut peut-être rappeler pour le public, c'est que le Ratus exulans, ça fait 3 millénaires qu'il est en interaction avec les biotopes de Nouvelle-Calédonie. Et du coup, quand on parle d'extinction, de menaces contemporaines, c'est vrai que les 3 autres espèces font, je pense, effectivement courir un risque supplémentaire très grave à la biodiversité, mais celle-là, c'est une espèce qui finalement, c'est quelque part... elle s'est adaptée à son environnement et l'environnement s'est presque adapté à elle. C'est-à-dire qu'on est là sur quelque chose de plus long. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, je ne sais pas comment vous gérez cet aspect en fait un peu différent de l'impact d'exulance par rapport aux autres espèces. Est-ce que c'est une dimension que vous intégrez ou est-ce que vous considérez que l'impact des rats aujourd'hui, il est grave, il est important et de toute façon, on prend ces 4 espèces et on regarde ce qui se passe aujourd'hui? Ou est-ce que vous arrivez, c'est pas forcément évident, hein, à intégrer cette dimension finalement d'un rongeur qui a peut-être, qui a sans doute beaucoup impacté son environnement quand il est arrivé, mais où l'environnement s'est finalement adapté à lui aussi, quoi. Je sais pas. Je suis désolé, c'est une question un peu embêtante, hein, mais en tout cas, c'est parce que c'est passionnant que je vous la pose. Voilà. D'accord. Merci pour la question. Donc moi, dans mon étude, je ne fais pas de différence entre l'espèce et l'impact. Je prends en compte l'impact global des rongeurs. Mais après, justement, mon étude vise surtout sur, par exemple, là, si on parle de Ratus exulans sur l'île de Walpole, parce que possiblement, il y a eu mon étude vise justement à regarder s'il y a eu une naturalisation des différents rongeurs, comme par exemple la souris sur Lang ou le rat polynésien sur Walpole. Et mon étude, justement, va remarquer s'il y a toujours des impacts et si potentiellement, s'il y a des impacts qui sont vraiment avérés, est-ce qu'une gestion permettrait, comme j'ai dit dans mes questions, un regain de biodiversité? On a déjà eu le cas en fait, d'une éradication sur l'île Surprise par l'équipe de Courchon et Com, qui, après, à la suite de ça, ils ont fait un suivi post-éradication et on a observé justement qu'il y avait ce regain de biodiversité. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour la présentation. Justement, moi, j'ai une question qui rebondit sur celle qui vient de vous être posée, à savoir justement quand des espèces invasives sont là depuis longtemps, le fait de les supprimer, est-ce qu'on n'a pas d'autres impacts
justement sur le système. Est-ce que ce sont des questions que vous abordez dans votre thèse? Un retour, le fait de supprimer un acteur du système. Oui, c'est une question très pertinente, étant donné que beaucoup de, justement, oui, en fait, il y a ce qu'on appelle des effets cascades qui peuvent arriver. C'est-à-dire, lorsqu'on enlève justement un rongeur, il peut y avoir d'autres espèces qui vont prendre la place de ce truc, et notamment d'autres espèces potentiellement invasives. Je peux avoir l'exemple sur, si je regarde prendre mes populations de bulim sur Isier, on a la présence, donc je ne l'avais pas mentionné encore, mais il y a des présences, par exemple, de l'escargot Achatina. Donc lui aussi peut être impacté par les rongeurs. Et si on enlève ces rongeurs, ne serait-ce pas l'Achatina qui va prendre la place, quoi? Oui, merci pour la réponse. Moi, j'en avais une autre. Justement, alors c'est peut-être lié à ce que vous venez de dire. Sur les bulimes en particulier, donc, de souvenirs, elles n'ont pas leur cycle exactement au même niveau de l'écosystème, puisque les juvéniles, je crois qu'ils sont dans les arbres et puis les adultes à terre. Est-ce que ce sont les mêmes rongeurs qui impactent le cycle à différents niveaux de son déroulement? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les mêmes rongeurs qui impactent les juvéniles ou les adultes? Et ça rebondit sur les questions précédentes, à savoir, est-ce que justement, sur une espèce donnée, on peut avoir plusieurs types d'invasives et qui agissent différemment? Et d'où la suppression d'un sur les conséquences sur le cycle de l'animal que l'on vise à protéger. D'accord. Donc, l'espèce de rongeur peut avoir un impact un peu plus important par rapport à certaines espèces. Par exemple, on dit que le rat noir, c'est celui-là qui a le plus d'impact. C'est parce qu'il a son côté où il peut être arboricole aussi. Donc potentiellement, il peut impacter. S'il y a des juvéniles qui se mettent à l'abri sur les arbres, ils peuvent les impacter également, quoi. Donc c'est un rongeur qui se trouve sur les deux plans. Bien, merci. Des questions? Une question. Alors j'ai une question de néophyte dans le domaine, mais vous avez bien expliqué, donc j'ai bien compris. En revanche, ce que je n'ai pas bien saisi, c'est votre posture, vous, en tant que chercheur. Vous vous positionnez, votre recherche, elle a pour objectif d'intervenir en tant qu'être humain sur le milieu écologique, ou est-ce qu'au contraire, vous vous positionnez comme je souhaite qu'il n'y ait aucune intervention de l'homme? Vous êtes dans quel camp parmi les écologistes? Ceux qui veulent intervenir ou votre thèse est dans quel camp en tant que chercheur? Alors ma thèse vise en fait à garder, c'est le gain de biodiversité, mais c'est de la conservation. On reste sur des milieux insulaires. Ça veut dire que les espèces présentes sur ces milieux disparaissent facilement. Par exemple, on a, au cours des 400 dernières années, 75% des espèces qui sont disparues étaient sur les milieux insulaires. Donc, il faut viser directement l'élimination en fait, d'espèces, notamment introduites, surtout les espèces introduites, qui génèrent ces impacts et ces disparitions.